soir, le record du monde de saut en longueur datait de 1968. Il appartenait à l'Américain Bob Beamon, mais celui-ci a été surpris quand il a appris le nom du nouveau recordman. Ce n'est pas Carl Lewis, mais Mike Powell qui a frôlé les 9 mètres à Tokyo. Serge Dian. Carl Lewis, Mike Powell, deux personnalités très différentes. Cette rage de vaincre lui a permis de se surpasser et de pulvériser ainsi les 8,66 m de son record personnel. Premier coup de tonnerre dans ce concours historique, les 8,91 m de Carl Lewis à son 4e essai. 1 cm de mieux que le vieux record de Bob Beamon, mais le vent trop favorable ne permet pas l'homologation. Pas d'exploit, mais un nouveau titre mondial en vue jusqu'à ce saut de Mike Powell. Furieux de s'être vu refuser son 4e essai pour une planche mordue, Mike Powell va tout faire pour détrôner d'un seul saut Lewis et Beamon. Lewis a raison d'être inquiet. 8,95 m, nouveau record du monde. Quant à son dernier essai, Lewis est crédité de 8,84 m. Mike Powell sait qu'il a tout gagné. Et nous aurons droit aux autres épreuves à la fin du journal avec Rémi Dudicelli. Michel Aoun va vivre au bord de la Méditerranée dans une belle villa de Marseille, mais c'est une mince consolation pour le général Chrétien qui était encore il y a un an à peine l'un des hommes forts de son pays. À son arrivée à Marseille, Michel Aoun s'est montré très discret. Les journalistes n'ont pas pu l'approcher, mais vous aurez droit à quelques images tournées par le CIRPA, le service de presse des armées, et fournies gracieusement par la présidence de la République. Robert Papin. Vive émotion, le général Michel Aoun retrouve ce matin à Marseille sa femme et ses 3 filles, après 10 mois de séjour forcé à l'ambassade de France à Beyrouth. Le général Chrétien libanais est finalement arrivé dans cette villa sur la corniche de la cité phocéenne après 24 heures d'un voyage mouvementé. Un cortège de voitures sous la haute protection des services secrets français, autour de la villa, une 50aine de CRS et des policiers. Le général craignait des attentats. Les services secrets français ont donc parsemé de leur la route de son exil et de celui des 2 généraux qui l'accompagnaient. Michel Aoun vivra donc les premiers jours de son asile politique en France dans la Villa Gaby à Marseille. Mais on ne sait toujours pas si cette demeure sera sa résidence définitive ou si les autorités françaises lui réservent une autre destination. Mais ici, quelque part, loin derrière l'horizon, se trouve son pays. L'Europe de l'Est est toujours en proie à de fortes convulsions. En Yougoslavie tout d'abord, la guerre s'intensifie et les Croates, qui ont du mal à résister aux assauts de l'armée fédérale et des Serbes, utilisent la télévision pour ne pas se faire oublier. Jean-Paul Giroir. Ni fraîche, ni joyeuse, mais juste indispensable en réponse à une agression, la guerre vue par la télévision croate. Depuis hier, elle diffuse sans interruption un programme de guerre essentiellement composé de reportages et de clips de propagande dont les destinataires sont autant les téléspectateurs croates que les opinions occidentales. La diffusion de l'image de leur résistance est, semble-t-il, une des priorités des autorités croates, une arme médiatique et diplomatique qui peut aider à compenser la supériorité militaire évidente des forces serbes et fédérales réunies. Pourtant, l'évidence, la justesse proclamée de cette guerre ne convainc pas encore, loin s'en faut, nombre de mères et de femmes de soldats. À Belgrade, la capitale fédérale, à Osijek et à Zagreb en Croatie et dans plusieurs autres villes de Bosnie et de Macédoine, des milliers de mères ont manifesté contre la guerre et pour réclamer le retour des jeunes appelés de l'armée fédérale. Depuis le 25 juin, date de l'indépendance croate, les affrontements ont fait au moins 280 morts. La Serbie a jusqu'à après-demain pour accepter la conférence de paix proposée par les Européens. Pour l'heure, les combats continuent. En Pologne, Walesa subit déjà les affres du pouvoir, sa popularité baisse un peu plus chaque jour et son gouvernement est démissionnaire. Enfin, en Union soviétique, Mikhail Gorbatchev se demande s'il ne va pas inaugurer les chrysanthèmes. Ses pouvoirs spéciaux lui ont été retirés, le Parlement fédéral a décidé de se dissoudre, 8 républiques sur 15 ont déjà proclamé leur indépendance, certaines d'entre elles concluent des accords en ignorant superbement le Kremlin, et le pilier de soutènement du régime, le Parti communiste, est sérieusement lézardé. Claire Sébastien.
280 voix pour, 29 contre, 52 abstentions. Le Parlement soviétique a voté ce matin la suspension des activités du Parti communiste sur tout le territoire de l'Union soviétique, et ce pour une durée indéterminée. Motif officiel de cette décision, la responsabilité des organes dirigeants du PC dans le coup d'État. Voilà pour la cause. Conséquence immédiate, le gel des avoirs bancaires du parti, la mise sous scellé de ses archives. En quelque sorte, l'inventaire avant la liquidation. Une liquidation qui s'annonce difficile, tant l'histoire de l'Union soviétique et du parti sont imbriquées par 70 ans de vie commune. Le PC est omniprésent dans l'État, les entreprises, les commerces, le choix des cadres. On lui doit sa carrière, son logement, son mode de vie. Le PC, c'était en juillet dernier, malgré une hémorragie et une baisse des cotisations, 14 millions de membres théoriques et l'équivalent de 2 milliards de dollars de biens. Bien qu'annoncée, sa disparition va laisser un vide. À la place de ce parti communiste soviétique, il va y avoir plusieurs autres partis qui vont probablement apparaître. Il y avait déjà d'ailleurs beaucoup de partis, y compris celui qui avait été fait par d'anciens communistes, celui des réformes démocratiques de Yakovlev-Shevardnadze. Il va certainement rester, se développer, peut-être avec un autre nom. Les communistes pourraient se regrouper soit dans ce parti de Yakovlev-Shevardnadze, soit dans un parti plus orthodoxe, plus conservateur. Après tout, il restera des conservateurs militants. Depuis quelques jours, l'histoire a obligé les apparatchiks à une reconversion rapide. Au siège du Parti communiste, le grand déménagement avait déjà commencé ce matin. Signe des temps, dans la banlieue de Moscou, les dachas luxueuses ont aussi été désertées par les hauts dignitaires d'un parti désormais moribond. Reste maintenant à reconstruire une nouvelle Union soviétique. Certains s'y emploient activement, comme Boris Yeltsin, le président de la République russe. Mais précisément, sa détermination et son omniprésence commencent à inquiéter d'autres républiques qui veulent progresser et non régresser, qui ne veulent pas, en d'autres termes, passer de l'empire communiste défunt à une sainte Russie renaissante. Pierre Babet. Kiev, Ukraine, 30 août 91, la foule salue l'accord avec la Russie, mais déjà des voix discordantes dénoncent l'impérialisme russe. Dieu bénisse la Sainte Russie. L'installation du nouveau patriarche Alexis II consacrait dès l'an dernier le retour officiel de l'Église orthodoxe et l'influence de son clergé, en tout cas celui qui ne s'est pas compromis avec le régime communiste. Retour aux racines, la Russie recherche dans la réappropriation des lieux Leningrad débaptisé. Alexander Margolis plaide en faveur de Saint-Pétersbourg plutôt que Pétrograd. Une deuxième mort de Lénine pour retrouver sous les cendres de 74 ans de révolution la trace et la mémoire de l'ancien régime. Nostalgie d'une Russie puissante et impériale, à Borodino tous les 2 septembre, des soldats en uniforme d'époque rejouent la bataille de Kutuzov contre Napoléon. Nostalgie innocente comparée à l'ultra-conservatisme du groupe Pamiat. Le 10 octobre dernier, Konstantin Smirnov est condamné pour avoir insulté des juifs dans l'enceinte même de la maison des écrivains à Moscou. Ceux qui aujourd'hui craignent déjà une trop puissante Russie redoutent précisément cela, un retour au passé plutôt qu'un regard vers l'avenir. Et c'est ce pays que les pays industrialisés s'apprêtent à aider. Anne Lauvergeon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de l'Élysée. Vous êtes le Sherpa ou la Sherpa du président? Quel est le mot que vous préférez? Le Sherpa. Le Sherpa. Le représentant personnel. Personnel. Vous avez participé hier à Londres à une réunion avec vos homologues Tout à des fait. 7 pays les plus riches. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une aide à accorder à l'Union soviétique? Alors vous savez qu'à Londres, au sommet de Londres en juillet 91, des décisions importantes ont été prises par les 7 chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus industrialisés, qui consistaient à aider l'URSS à s'intégrer à l'économie mondiale. Ce que nous avons fait hier, et cette réunion qui a été convoquée à l'initiative de M. Major, qui avait été chargé par les 7 chefs d'État et de gouvernement du suivi de ces décisions, ce que nous avons discuté hier, c'était est-ce que cette direction générale qui avait été prise au sommet de Londres était toujours la bonne après les événements qui avaient eu lieu à Moscou. Réponse? Alors réponse, d'abord, nous sommes tous réjouis de l'échec de ce coup d'État, je crois que c'était la première chose. Réponse, la direction générale est la bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut aider au maximum l'ensemble de l'Union soviétique à intégrer l'économie mondiale. Malgré le flottement actuel, malgré le flottement politique en Union soviétique. Alors c'est aux soviétiques eux-mêmes à s'organiser, bien sûr, à savoir qui va faire quoi. On ne peut pas demander quand même à un aussi grand pays, après un événement aussi important que celui de la semaine dernière, que de répondre à une question aussi difficile et aussi compliquée en une semaine.
Alors, il y a, m'a-t-on dit, des divergences, il y a eu en tout cas des divergences entre deux blocs. D'un côté, la France, l'Allemagne et l'Italie, de l'autre, les États-Unis, beaucoup plus réticents sur l'aide économique, ce qui peut paraître paradoxal, parce que politiquement, George Bush soutient Eltsine et Gorbatchev. Alors, je crois que nous avons effectivement des appréciations qui ne sont pas tout à fait semblables. On connaît la position de la France qui est ancienne là-dessus, qu'il faut aider les mouvements de changement en URSS et que c'est notre intérêt, comme c'est l'intérêt bien sûr des soviétiques, d'avoir une transition la plus aisée possible vers l'économie de marché. Cette position est celle aujourd'hui des Européens. Ce n'est pas vraiment la position complètement des Américains, quoique sur le fond ils partagent la même idée générale, mais pour eux le temps n'est peut-être pas encore complètement venu d'aider financièrement l'URSS. Alors justement, pour une raison qu'on peut comprendre, qui sont vos interlocuteurs? Vous allez aider qui? Gorbatchev, Yeltsin ou les républiques? Alors je crois que ce qu'il faut faire, et c'est ce dont nous avons discuté hier, ce sont des choses très concrètes. Alors d'une part, il est bien clair que l'URSS doit se réformer elle-même, l'ensemble soviétique doit se réformer et avoir un plan de réforme. Première chose. Pour ce faire, il faut qu'il travaille avec des gens qui sont compétents, dont c'est la spécialité, ce sont les institutions internationales. Le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement, le CDE. Donc ceci est la première chose et je crois que c'est très important. Deuxième chose, il faut qu'on aide les soviétiques à changer. Il faut qu'on aide les soviétiques à apprendre ce que c'est que l'économie de marché au quotidien. Ça s'appelle l'assistance technique. C'est apprendre aux gens à faire des choses très élémentaires pour nous, qui sont la gestion, qui sont le fonctionnement d'une société économique moderne. Et puis, troisième chose très importante, c'est que, mon Dieu, concrètement, la situation aujourd'hui est quand même très difficile dans l'Union soviétique. Elle est aussi grave qu'on le dit. On dit que l'hiver 91-92 sera terrible. Alors, c'est justement, je crois que ça c'est un point très important. Il faut que concrètement, on puisse dire si l'hiver va être dur ou non. Alors, on va envoyer des missions en URSS pour évaluer les besoins réels et puis demander aux soviétiques eux-mêmes s'ils ont ces besoins, parce que là aussi il faut répondre aux demandes. Et puis en tant que de besoin, il y aura donc à la fois une aide alimentaire et une aide médicale qui pourra être donnée. Dernière question, Anne Lauvergeon, je m'adresse, comment avez-vous dit tout à l'heure, au représentant personnel du président de la République? C'est le terme international. Bon, alors, c'est toujours Gorbatchev le numéro 1 du pays pour vous? C'est le président de l'URSS, il y a des présidents des républiques, il y a des maires. Je crois que notre but, c'est d'aider toutes les entités soviétiques qui veulent changer et qui veulent bouger. Merci. Les événements se bousculent à une telle allure que nous devons nous-mêmes faire preuve d'une extrême prudence, mais les difficultés sont encore plus grandes pour les enseignants et les historiens. Le monde change si vite en ce moment qu'il faut sans cesse redessiner les cartes et refaire les programmes. Anne Gouraud. Dans le doute, abstiens-toi. Faute de savoir si dans quelques mois l'URSS se présentera sous cette forme, sous celle-là, ou si toutes ses frontières devront être redessinées, les éditeurs scolaires ont choisi la prudence. Les élèves qui achèteront dans quelques jours leurs livres d'histoire ou de géographie n'y trouveront donc pas trace du coup d'État soviétique ni de ses répercussions géopolitiques. D'abord parce que les manuels sont imprimés depuis plusieurs mois et surtout parce que l'actualité ne mérite pas toujours de faire partie de l'histoire avec un grand H. Nous sommes en charge de traiter de l'histoire. Et l'histoire se traite au passé, l'histoire ne se traite pas au présent. Et je pense que le métier des journalistes est d'essayer de servir une actualité chaude, mais avec un manque de distance qui peut être préjudiciable, on peut commettre des erreurs. Le coup d'État soviétique dont on parle beaucoup en ce moment, en gros, ça représentera combien de lignes dans 4 ou 5 ans dans un livre d'histoire? C'est précisément parce que je ne sais pas, que je ne souhaite pas que les livres soient modifiés tous les 8 jours. À défaut d'un branle-bas de combat général, les éditeurs scolaires tentent néanmoins de s'adapter aux événements. Certains ont ainsi sorti des fascicules complémentaires prenant en compte la chute du mur de Berlin et même la crise du Golfe. Reste que cette année, les enseignants vont devoir s'appuyer sur d'autres matériaux pour leurs cours. Il y aura une nouvelle approche du cours de géographie, mais qui reste cours de géographie et qui n'est pas l'histoire du coup d'État en tant que tel. Mais bien évidemment, c'est une donne qu'on prend en compte. Quels que soient les bouleversements en Europe de l'Est, les futurs candidats au bac 92 n'ont de toute façon pas d'inquiétude à avoir. Aucun sujet ne peut porter sur des événements brûlants. L'histoire et la géographie doivent refroidir pour devenir officiels. Le monde de l'édition tente aussi de s'adapter. Les éditions Odile Jacob s'apprêtent à publier une nouvelle version du livre écrit récemment par Édouard Shevardnadze. L'avenir s'écrit liberté. Le récit du coup d'État vécu et écrit par l'ancien ministre soviétique des Affaires étrangères y figurera. Vous pouvez déjà en lire des extraits dans le Figaro d'aujourd'hui. Et en France, le Parti communiste s'apprête à vivre une semaine difficile. Le comité central se réunira mardi et mercredi prochain
Mais Georges Marchais et les dirigeants actuels savent, même s'ils ne disent rien, que la grogne s'amplifie à la base. Le reportage de Claude Prunier et Philippe Dupont à Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, le révèle. Il s'agit de la plus ancienne municipalité communiste en France. Saint-Junien, la ville rouge du Limousin, l'une des plus vieilles municipalités de gauche en France, avec depuis 1919 3 maires communistes à sa tête. Mais ici, on n'a pas l'esprit de culte. Lénine se contente d'une toute petite place et Marx d'un bout de rue. Et nul ne songe à déboulonner les plaques. Je crois que ce n'est pas le problème. Il y a tellement d'autres choses beaucoup plus importantes. Bon, il y a l'histoire. Il y a des noms qui ont effectivement fait l'histoire. Mais je crois que l'histoire, il faut pouvoir la conserver. La mémoire ouvrière, de façon à ce qu'on ne puisse pas recommencer les errements et les erreurs du passé. Ancien député, vice-président du Conseil général de la Haute-Vienne, le maire de Saint-Junien est un reconstructeur de la première heure. Aujourd'hui, comme d'autres communistes, il monte au créneau et ne mâche pas ses mots. Moi, je crois que ce n'est pas seulement Georges Marchais, c'est tout le collectif qui est non seulement condamnable, mais qu'il faut en terminer avec cela, avec ce dogmatisme, avec ce centralisme démocratique, qui veut que certains au lieu décident et que les autres à la base seraient là pour appliquer. Pour lui, l'étiquette n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu fait de respect, de tolérance et de droit à la différence. Et si cette conception est celle des refondateurs, il est prêt à s'engager auprès d'eux. Je crois qu'il est souhaitable que tous ces gens, hommes et femmes de bonne volonté, puissent se rassembler, non pas dans un parti nouveau, non, mais seront capables, je suis persuadé, dans un mouvement, sur 1, 2, 3 ou une série de problèmes, de se mettre d'accord pour présenter, bien entendu, des idées novatrices et généreuses qui correspondent vraiment à la réalité, aux aspirations que veulent nos populations, notre peuple. Mais ce ne serait pas sans amertume pour ce communiste en carte depuis 46 ans, héritier d'une vieille tradition saint-juniode. Pourtant, sa décision est prise. Aux prochaines élections cantonales, il ne portera plus l'étiquette du PC s'il se représente. Autre conséquence en France des bouleversements en Union soviétique, mais à l'extrême droite cette fois. Jean-Marie Le Pen est dopé depuis quelques jours et par un étrange phénomène d'identification se prend carrément pour Boris Yeltsin. Reportage de Charles Sanviti et Patrick Milleriou. Une dernière libation au défunt communisme. Ici à Beaune, on ne boude pas son plaisir. Bien au contraire, le deuil du socialisme réel, Jean-Marie Le Pen s'en attribue presque la paternité. Héros proclamé de la contre-révolution, il est tout à sa joie. J'ai été anticommuniste et donc lucide bien avant Boris Yeltsin, même si je sais qu'il faut à toute entreprise des ouvriers de la 11e heure, eh bien Boris Yeltsin a été un brillant contremaître de la 11e heure. Nous sommes assez fiers d'avoir été des ouvriers de la première heure. Bref, l'heure est aux dividendes. À 7 mois des régionales, Jean-Marie Le Pen spécule sur le nouvel ordre du monde. Même si aujourd'hui, son fonds de commerce anticommuniste s'assèche diablement. Quant aux libéraux, ils se comportent plus sobrement, mais se montrent plus offensifs que jamais. Le Parti républicain se place désormais dans une logique de pouvoir. Il croit à une défaite prochaine des socialistes. Reportage à Cabourg de Michel Lemerle et Marie-Hélène Roqueton. C'est l'avant-dernière université d'été d'un parti républicain dans l'opposition. Dans 20 mois, rêve tout à la Madeleine, nous serons au pouvoir. Quel que soit l'avenir de cette prédiction, le tournant de cette université d'été, c'est bien que le Parti républicain s'installe désormais dans une logique de pouvoir. Première phase de la manœuvre, on fait tout pour accréditer l'idée que le gouvernement socialiste est à bout de souffle. La France reste gouvernée par les aventuriers du Marx perdu. Le cercle des PS disparu. Gouvernée par ceux qui, après avoir professé tant d'idées fausses, ne professent plus d'idées du tout, s'accrochent tels des conservateurs gorbatcheviens à leur douteux modèle d'économie mixte et ont fait de l'immobilisme une méthode de gouvernement. Rien ne bouge, rien ne se fait, je dépense donc je suis. Deuxième phase, on hausse le ton, surtout à l'égard de François Mitterrand, en laissant apparaître dès à présent qu'une éventuelle cohabitation serait moins angélique qu'en 86. Et au passage,
On commence, et c'est nouveau, à tirer quelques rafales nourries en direction de Jacques Delors, éventuelle carte de rechange pour une stratégie présidentielle d'ouverture. Reste tout de même la phase de conquête du pouvoir. Le PR, au sein de l'UDF, affirme ses ambitions et se présente comme le fer de lance de l'opposition. On verra demain comment Jacques Chirac, qui viendra leur rendre visite, apprécie les vertus de la concurrence, chère aux libéraux, mais la course est lancée. Et revenons à un autre sport, le vrai cette fois. Vous avez vu au début du journal la superbe performance de Mike Powell qui au saut en longueur a battu et Carl Lewis et le record du monde. Voyons maintenant les autres épreuves avec Rémi Dudicelli. Tokyo, la pluie et Catherine Crabe. Un 200 mètres féminin qui ne pouvait pas échapper à la belle Allemande. Forte de son succès dans le 100 mètres, Crabe vient parachever sa consécration dans une épreuve où seule Merlene Ottey, ici au couloir numéro 5, pouvait lui contester la victoire. Mais une fois encore, la Jamaïcaine ne retrouve pas l'énergie qui l'a fait régner sur le sprint féminin pendant 4 ans. Crabe en profite et l'Américaine Terrence vient à nouveau souffler la 2e place à Merlene Ottey. Les championnats du monde apportent ainsi leur moment d'intense émotion ou de grande résignation. Ludmila Naroshilenko au départ du 100 mètres haies. Au couloir numéro 3, Monique Evangépé n'est pas dans le coup. La course va se jouer entre Naroshilenko, Roberts et Grigorieva. Couloir 4, 5 et 6. Naroshilenko s'impose en puissance devant l'américaine Roberts. Grigorieva est 3e pour un doublé soviétique sur le podium. La souffrance de Dan O'Brien dans les dernières longueurs du 1500 mètres du décathlon. Auparavant, pendant 2 jours et 10 épreuves, le jeune américain, vainqueur ici à la perche avec 5 mètres 40, avait survolé tous ses adversaires. Plazia, à la dérive, termine 9e. O'Brien n'est plus qu'à 35 points du record du monde de Daley Thompson, établi en 84 à Los Angeles. Il fera mieux quand il le voudra. David Bowie revient et on s'en réjouit, mais il revient par la petite porte avec beaucoup d'humilité. Il ne joue plus, ne veut plus jouer les one-man shows, il choisit le travail d'équipe. Il s'est intégré dans un groupe Tin Machine qui va nous rendre visite en octobre, mais certains vieux fans préfèrent le David Bowie solitaire et fragile. Michel Vial et Christos Kamilieris sont allés le voir à Dublin. La Factory, cette usine désaffectée dans les quartiers nord-est de Dublin, est devenue le dernier studio à la mode pour les groupes anglais. C'est là que Tin Machine a enregistré son album avec les frères Sells, Hunt et Tony, 2 anciens musiciens d'Iggy Pop, Reeves Gabrels et, le dernier mais non le moindre, David Bowie. Mais depuis 1 an, la star caméléon joue les modestes comme d'autres prennent un congé sabbatique. Table rase donc sur 25 ans d'une carrière polymorphe, David Bowie ne veut plus être qu'un musicien parmi d'autres. Ce n'est pas David Bowie. Ce n'est pas un solo, je fais partie du groupe, je ne suis pas le leader d'une grosse machinerie. C'est un divorce d'avec ce qu'il a fait avant. Vous voyez, le groupe existe depuis 3 ans, c'est le 2e disque. Alors, fini les pauses, rangez les masques ou peut-être la page tournée sur une période troublée de sa vie. Qu'on se le dise en tout cas, Bowie n'est plus Bowie, sinon dans la mémoire des fans, qui de toute manière le suivront où qu'il aille. Et si l'on insiste sur son passé, la star se fâche. Vous insultez les autres musiciens du groupe. Vous voyez, nous avons fait récemment un show télé à Londres, et il y avait beaucoup de kids venant de Suède, de Hollande et de France. Ils avaient tous des t-shirts de Tin Machine. Ce n'est pas pour moi qu'ils étaient là. Ils étaient là pour le groupe et pour ce que nous jouons. Ce que joue Tin Machine, une musique moins âpre que ses chansons, presque tout en prise avec les problèmes du monde. Dommage que David Bowie, homme de goût et d'esprit, nous ait privés du meilleur de son personnage, pour qui sait d'obscures raisons de stratégie commerciale. You belong
Si vous voulez vous enrichir, écoutez les pronostics de M. de Courtine pour le tiercé, quarté, quinté plus à Vincennes. C'est le prix des Ardennes. Vous voyez apparaître le 14, le 5, le 6, le 16, le 13, le 15, le 9 et le 7. Dans 45 secondes, il sera 20h. Michel Touré vous parlera du temps pour ce week-end, et notamment sur les routes du retour. Et Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h30 très précises. À lundi 19h, bonsoir et bon week-end. Thank you.